Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Suspension du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. Officiellement pour des contraintes budgétaires. La reprise est prévue pour le 9 mai 2016. Au Sénégal, la centrale électrique de Taïba Ndiaye est enfin opérationnelle d'une capacité de 70 MW. Elle jouera un rôle important dans le mix énergétique qui traduit la vision du président Macky Sall. Et puis quel serait l'impact d'un chemin de fer sur les éléphants du parc Tsavo au Kenya? C'est ce que cherche à déterminer le service national de la faune en collaboration avec l'association Save the Elephant. Mais avant de développer ces titres, Ama Amadou va mieux. L'état de l'opposant nigérien, candidat au second tour de la présidentielle de ce 20 mars, se serait nettement amélioré. Il devra cependant rester au moins 10 jours en observation à l'hôpital parisien où il a été transféré mercredi. À noter que son médecin personnel, le professeur Yacouba Arona, a été libéré après 4 jours de garde à vue à la police judiciaire de Niamey. Il était accusé de diffusion de secrets médicaux et de propagation de fausses nouvelles par les autorités nigérienne. Les audiences prévues du 21 au 23 mars à La Haye n'auront finalement pas lieu. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a été suspendu ce vendredi en cause des contraintes financières et les vacances judiciaires de Pâques. On fait le point tout de suite avec Gladys Mouamba. Suspension du procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Le juge-président a annoncé, vendredi 18 mars 2016, la suspension du procès de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et de son ministre Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Dans cette cour, nous ne pouvons nous occuper que de 2 procès en même temps. Donc, il a été convenu par les juges présidents des 3 chambres, car il y a 3 affaires en cours en même temps, que les 2 autres procès vont travailler pendant le mois d'avril, ce qui signifie qu'en avril, nous ne pouvons pas siéger. Ce système est dû aux contraintes financières qui pèsent sur la Cour. Depuis le 28 janvier 2016, l'ex-président ivoirien et son bras droit sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour leur rôle présumé dans les violences post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Dès l'ouverture du procès, les 2 accusés ont plaidé non coupables. La dernière séance avant la suspension de ce procès se clôture sur les mots du 5e témoin à charge, Sam l'Africain, pourtant conciliant envers l'ancien président ivoirien. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez 1 minute pour quand même dire un mot. C'est dans la tradition africaine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux et très fier d'être arrivé ici. Je voudrais dire merci à monsieur le procureur et son équipe. Merci à la représentante des victimes. Merci à la défense de M. Blé Goudé. Merci à la défense de M. Gbagbo. Et vous dire que je suis très fier. Parce que ça m'a permis d'enlever un fardeau sur moi, monsieur le procureur. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est tout à fait normal que tout le monde entier ne serait pas peut-être d'accord avec moi, chacun a son point de vue. Et je pense que je voulais aider la Chambre pour comprendre la vérité et j'ai fait de ce que je pouvais faire. La déposition du témoin appelé par l'accusation, Sam l'Africain, entendu depuis plusieurs jours, a également pris fin lors de cette séance. La réouverture du procès est prévue pour le 9 mai 2016. Qui détient véritablement le pouvoir en Afrique du Sud? Les questions cristallisent les débats politiques et sociétaux. Une richissime famille est accusée d'ingérence dans les affaires de l'État, des accusations balayées d'un revers de main par le président Jacob Zuma. Le récit de Deogracias Podo. Le président Jacob Zuma dans une nouvelle impasse politique. Au Parlement jeudi 17 mars 2016, il a été accusé par les députés de l'opposition de choisir les membres de son gouvernement en fonction des intérêts des Gupta, une riche famille indienne basée en Afrique du Sud. Le scandale a éclaté mercredi 16 mars des suites de propos tenus par Messebisi Jonas, le vice-ministre des Finances. Ce dernier a affirmé avoir reçu une proposition des Gupta pour le poste de ministre des Finances en échange de faveurs. Les faits remontent à décembre 2015, au lendemain du limogeage surprise du précédent ministre des Finances. Un départ qui avait provoqué la chute vertigineuse de la devise nationale, le rand. Monsieur le Président, il est on ne peut plus clair que le pouvoir n'est plus à la présidence. Désormais, c'est cette famille qui le détient.
Soit les Gupta offrent effectivement des postes ministériels dans ce pays, ou soit c'est le vice-ministre Jonas qui est un menteur. Le président Jacob Zuma refute les accusations de l'opposition et soutient l'indépendance de l'État. Face à l'offensive des députés, il a réaffirmé son autorité, même si ces derniers se sont montrés peu convaincus. Un rebondissement dans une affaire qui avait déjà éclaté en 2011, la présidence avait été contrainte de publier un communiqué démentant ces genres d'accusations d'ingérence de la famille Gupta dans le gouvernement. Si Jonas affirme que son poste lui a été offert par la famille Gupta, je pense qu'il serait plus raisonnable de lui poser des questions, ou soit aux membres de cette famille, pas à moi. Je suis responsable de ce gouvernement et j'ai choisi les membres de mon équipe comme l'exige la Constitution. Il n'y a aucun ministre ici qui a été choisi par le Gupta ou par qui que ce soit. Jeudi 17 mars, l'Alliance démocratique, le principal parti d'opposition, a déposé une plainte pour corruption contre la famille Gupta. La gauche radicale de Julius Malema, qui a fait de la lutte contre les Gupta l'un de ses principaux objectifs, a choisi plutôt de boycotter la séance de questions au Parlement, affirmant ne plus reconnaître Jacob Zuma comme chef de l'État. Dans l'actualité également, Catherine Samba-Panza, présidente de la transition centrafricaine, est en visite d'État en Guinée équatoriale, première étape de sa tournée d'adieu dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Elle s'est entretenue ce vendredi avec son homologue, le président Teodoro Obiang Bazogo, une rencontre à l'issue de laquelle les deux dirigeants ont prononcé des discours. Au Sénégal, la nouvelle centrale électrique de Taïba-Ndiaye a été inaugurée ce 14 mars par le président Macky Sall. D'une puissance de 70 MW, elle a pour objectif de renforcer la production d'électricité dans le pays. Les détails avec Alioune Guindo. Un nouveau pas dans la production énergétique du Sénégal. La centrale électrique de Toben Power, dans la localité de Taïba-Ndiaye, a été inaugurée le 14 mars 2016. D'une puissance de 70 MW et extensible à 150 MW, cette nouvelle infrastructure est le fruit d'un partenariat public-privé avec l'implication des bailleurs de fonds internationaux. Profiter des opportunités que nous offrent les financements alternatifs sur le solaire et les énergies renouvelables. Bien entendu, nous poursuivrons nos efforts en matière d'hydroélectricité grâce à la coopération au niveau de l'OMVS et de l'OMVG. Mais j'ai hâte de voir la Sénélec finaliser avec AFC ce contrat qui devra permettre de mettre à disposition 200 MW très prochainement de solaire dans des conditions extrêmement avantageuses pour Sénélec. La Société nationale d'électricité, la Sénélec, a par ailleurs amélioré ses capacités de production énergétique. Elle tente ainsi d'appliquer sur le terrain le credo du président de la République du Sénégal, Macky Sall, moins de coupures, plus de lumière. L'objectif des autorités est aussi d'attirer plus d'investissements sur le territoire national. D'autres projets sont ainsi en cours de réalisation. Cette centrale produira suffisamment d'énergie pour fournir 1,5 million de Sénégalais avec l'électricité et créer de l'emploi pour les jeunes. Évidemment, nous savons que dans le doing business au Sénégal, l'accès à l'électricité est l'une des demandes les plus fortes, surtout pour les employés. Donc nous pensons qu'avec 1,5 million de Sénégalais en plus avec accès à l'électricité, ça permettra de créer de l'emploi et surtout de l'auto-emploi par des jeunes. Outre la mise en avant du mix énergétique tel que promis lors de la conférence de Paris sur le climat en décembre 2015, les projets menés par le président Macky Sall cherchent aussi à réduire le chômage sur l'ensemble du territoire. Au total, le programme de rattrapage énergétique du Sénégal est budgétisé à hauteur de 132 milliards de francs CFA. Un train au-dessus des éléphants. Le Kenya veut construire une ligne de chemin de fer aux abords du parc Tsavo. Mais avant, il est important d'en mesurer l'impact sur l'environnement des éléphants. Et c'est ce à quoi s'attelle le service de la faune en collaboration avec Save the Elephant. Alioune Guindo. Quel serait l'impact d'un chemin de fer sur les éléphants du parc Tsavo ? C'est ce que cherche à déterminer le service kényan de la faune en collaboration avec l'association Save the Elephants. Leur méthode consiste à suivre une dizaine d'éléphants de ce parc à l'aide de colliers électroniques en vue de retracer leurs mouvements. Objectif, déterminer l'impact d'un chemin de fer que le gouvernement kényan envisage d'ériger dans la localité. Ce chemin de fer à écartement standard est un projet d'infrastructure cherchant à booster le commerce. Luckily enough, Tsavo is still quite expansive. We have an area of more than 20,000 square kilometers. Heureusement, Tsavo est encore assez vaste. Nous avons une superficie de plus de 20 000 km²
et nous recevons encore beaucoup de pression des hommes. Maintenant, le chemin de fer à écartement standard, qui dans un sens modifie les habitudes migratoires de la faune, est touché. Par conséquent, de plus en plus d'humains s'y installent, provoquant une escalade faisant grimper les conflits entre la faune et les hommes. Régulièrement, des éléphants pillent des récoltes dans des milieux où ils n'avaient pas pour habitude de se rendre, d'où la hausse totale des conflits hommes-faune. Les écologistes de Save the Elephants espèrent mieux connaître les habitudes de migration des animaux en vue d'optimiser au maximum la construction prochaine d'infrastructures, dont une autoroute à 6 voies au niveau de la même zone. Wildlife in this country is such a major economic player. La faune dans ce pays est un acteur économique majeur. Donc en même temps que nous nous développons, nous voulons assurer un accès facile entre les villes et nous voulons transporter des marchandises facilement. Il faut aussi rappeler que le secteur de la faune est aussi important que les autres. Donc si nous ne pensons pas à la faune et à mettre fin à ce phénomène, nous risquons encore de tuer un autre secteur économique. Avec une faune et une flore abondantes, les parcs naturels kenyans attirent les touristes du monde entier. À côté de cela, le gouvernement entend poursuivre le développement des infrastructures pour accélérer la croissance économique du pays. Au Kenya, les éléphants font partie des espèces animalières les plus menacées. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.